l'objectif justement du MEF, c'est juste après cette rencontre de travailler à produire un document très simple, qui va être d'ailleurs extrêmement visuel, qui va synthétiser justement toutes ces informations que nous avons concernant les flux, les échanges, qui va prendre aussi, qui va s'appuyer aussi sur l'analyse de l'accord en lui-même. Et nous allons produire des recommandations que nous allons diffuser le plus largement possible pour que chacun puisse porter de façon très objective un accord de libre-échange beaucoup plus équitable, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus équilibré. C'est vrai qu'il est déséquilibré, c'est vrai qu'il a été mal négocié des deux côtés, hein. Ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais, mais ça veut dire que le jour, le moment des négociations pour l'un ou pour l'autre n'était pas propice. Aujourd'hui, nous en payons le prix, nous en tant que chefs d'entreprise. On sait qu'il y a des obstacles, c'est tout à fait normal. Les obstacles dans les échanges existent partout dans le monde. On ne doit pas s'arrêter là, on doit les surmonter, mais on doit les surmonter un peu plus rapidement. Et pour cela, je pense qu'on doit alimenter l'administration pour qu'elle ait des bons arguments face, évidemment, à ceux qui prennent les décisions. Et on doit alimenter aussi le monde de l'entreprise pour qu'on ne reste pas juste dans des débats stériles tels qu'on en observe depuis des années. Il y a eu des rencontres, des centaines de rencontres. Hassan Zalmouni peut en témoigner, beaucoup d'entre vous aussi peuvent en témoigner. Voilà, donc attendez-vous à ce qu'il y ait un travail qui soit fait dans les prochaines, pas les prochains mois, les prochains jours. Oui, les prochains jours, les prochaines heures, pardon. Enfin, ce point, je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire Slip, c'est qu'il y a déjà une note de réflexion qui a été faite, mais qui est au stade de draft, et qui, justement, grâce aux échanges qu'on vient d'avoir cet après-midi, sera amenée à être améliorée, et je pense que d'ici 2-3 semaines maximum, elle sera diffusée à tous les participants et disponible sur le site. Le droit de consommation, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Union européenne a immédiatement compris le problème et a réussi à l'identifier et à le poser aux autorités tunisiennes. Et dans le cas du marbre, le problème a été réglé en moins de 15 jours. Alors la question est pourquoi, quand c'est l'Union européenne qui pose le problème du droit de consommation, suite au fait que nous avons alerté vraiment l'opinion sur ce problème du droit de consommation, pourquoi c'est réglé en 15 jours dans le cadre de l'Union européenne, et pourquoi ça fait 1 an et 15 jours que c'est pas réglé pour la partie. Par contre, la problématique des jeux Rouiba illustre parfaitement un autre volet. J'ai beaucoup apprécié votre exposé d'ailleurs sur l'accord de libre-échange et l'analyse critique. Sur le volet des barrières non tarifaires, il manquait juste la dernière partie qui est la barrière non tarifaire, c'est-à-dire 2 fois non tarifaire, puisque ce sont des choses non dites ou exprimées verbalement ou qui sont rentrées dans les usages de l'administration tunisienne du temps de Ben Ali. Donc on a avant Jésus-Christ, maintenant on va avoir avant Ben Ali, à l'époque Ben Ali ou après Ben Ali. Et donc à cette époque-là, je ne sais pas comment l'administration tunisienne a accepté qu'un texte de loi, là on parle de la loi, juste la loi tunisienne, que la loi tunisienne ne soit pas appliquée. Et quand on a démontré, on nous a demandé de prouver la démonstration. C'est-à-dire qu'on a été un peu plus loin, disons, excusez-moi Madame Hachichin, on a été un peu plus loin dans la mauvaise foi. Et on a dit non, c'est pas vrai. On nous a dit non, c'est pas vrai, il paye. Donc on a fait la démonstration et ça a été très difficile de faire la démonstration parce qu'aller trouver des factures d'opérateurs tunisiens, ça a été très difficile. On bataille depuis 1 an, l'administration a du mal à revenir sur une pratique. Et c'est là où encore on est loin de la notion de barrière non tarifaire. En tant qu'opérateur économique, j'accepte le retard. Allez, ma marchandise, on la retarde au niveau des douanes, amène ce papier, si Ali Baïna c'est le décrivait, va, retourne à Alger, imprime-le, les analyses qui durent 2 mois, bien sûr que ça affecte ma compétitivité sur le marché, etc. Mais je peux comprendre ça. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'on n'applique pas la loi. C'est ça qui est intriguant, c'est la loi. Et qu'on ait mis 1 an, on est à 1 année aujourd'hui, et que la loi est bafouée, opérateur tunisien, qui bafoue la loi, à un moment où la Tunisie aussi a besoin d'argent. On est en train de dire 25% du chiffre d'affaires de 3 grandes multinationales est abandonné par le contribuable tunisien, simplement pour protéger potentiellement des emplois, parce que visiblement je représente une menace pour eux, c'est étrange, alors que les Européens ne subissent pas le même traitement que nous subissons. Donc
là, c'est le grand point d'interrogation et je pense qu'il faut réellement se poser la question sur le fonctionnement institutionnel, le respect de la loi. On n'est pas du tout dans les barrières non tarifaires, on est dans autre chose. C'est vraiment un autre schéma. La deuxième chose concernant les perspectives. Bien sûr qu'il y a énormément de perspectives. On peut développer un courant d'échange extraordinaire entre nos deux pays. Mais il faut vraiment s'asseoir autour d'une table et engager un débat sincère. Jusqu'à présent, le débat n'est pas sincère. Des deux côtés. Aussi bien du côté politique que du côté patronal. Le côté patronal tunisien a été la partie qui nous a le plus aidés. Sur le côté patronal algérien, aujourd'hui, l'existence de cet accord de libre-échange est davantage perçue comme une menace, de la même façon que l'accord avec l'Union européenne est perçu comme une menace, mais il faut comprendre pourquoi. C'est que la diversification de l'économie algérienne ne s'est pas opérée. Les opérateurs économiques algériens ont fait face et continuent à faire face à un environnement des affaires extrêmement hostile qui ne leur a pas permis de se hisser en termes d'outils de production, du moins qualitativement parlant, et en termes de modernisation, de se hisser au niveau d'opérateurs tels que les opérateurs tunisiens ou les opérateurs européens. On aurait pu parler des opérateurs marocains, mais on est juste dans le cadre de cet accord. Donc, la peur, à la limite, pourrait être expliquée, mais pas justifiée. On a besoin de la concurrence, on a besoin d'une concurrence saine et loyale, mais surtout dans le cadre des échanges entre nos deux pays, on a besoin d'avoir des économies interconnectées, interdépendantes. C'est ça ce qui va faire notre force. Et à regarder de plus près, certains opérateurs, comme Aziz Ouré, sont dans cette logique. Je suis dans cette logique. À titre d'exemple, j'ai des perspectives d'investissement en Tunisie. Mais quand je regarde le cadre, aussi bien le cadre algérien, le code des investissements, l'accompagnement de l'investissement à l'international, que le cadre tunisien, pour moi, je trouve que dans le cadre de cet accord de libre-échange, on n'a pas prévu justement de rapprocher les investisseurs des deux pays. On a juste émis des vœux pieux. Les mécanismes ne sont pas là, les instruments, les incitations. Donc on est juste pour le moment, on se dit, on s'aime, mais on n'est pas prêt à flirter réellement. Peut-être qu'on va passer à l'acte un jour, mais pour le moment, on se prend la main, on se promène, de temps en temps on se fâche, etc. Mais on n'y est pas. Franchement, on n'y est pas. Et il y a un grand manque de sincérité. Et c'est dommage parce que vraiment, on a besoin d'être ensemble sur l'avenir. Actuellement, sans dévoiler quoi que ce soit, je suis sur un très grand projet industriel. C'est une multinationale qui dit je veux réaliser ce projet industriel en Algérie, je veux réaliser le même projet industriel en Tunisie, je veux réaliser le même projet industriel au Maroc. Et en termes d'économie d'échelle, comme on parlait tout à l'heure en Malouette, c'est une aberration économique. Mais la multinationale dit mais il y a tellement de problèmes entre vos trois pays que je ne peux pas faire autrement. Donc aujourd'hui, la proposition est faite, et c'est ça ce qu'il y a d'intéressant dans le cadre de la relation algéro-tunisienne, c'est que probablement c'est le binôme qui est en train de fonctionner dans le Maghreb, Algérie-Tunisie. Même s'il y a quelques jours, la Tunisie a signé des accords pour renforcer les échanges avec le Maroc, etc., c'est pas la même chose. On a une frontière commune, il n'y a pas de frontière commune avec le Maroc. Au-delà des frontières communes, si je demande aux gens de lever la main sur combien il y en a d'entre vous qui ont un quart, un demi ou trois quarts algériens ou tunisiens dans leur gène, je pense que probablement la moitié de la salle ou plus sera dans ce cas de figure. Donc nos populations sont extrêmement liées. Donc, il ne faut pas faire l'impasse sur ça et on a des chances probablement de réaliser sur un avenir extrêmement proche quelque chose de beau. On peut le faire et dans le cadre du MEF justement on travaille à la promotion de cela.